Aujourd'hui, on reçoit Hugo MSLM, un nom que les insiders de la tech connaissent bien. Passé par The Family, il est devenu un penseur de la creator economy. Il vient de lancer Intuition, un fonds de 15 millions d'euros qui parie sur les créateurs comme d'autres parient sur les startups. Dans un monde où l'audience vaut plus que les produits, Hugo croit à un nouveau modèle, un monde où les créateurs deviennent des entreprises, des marques qui lèvent des fonds et qui créent les produits avec leur communauté. Alors, est-ce que nous assistons au début d'un nouveau modèle capitaliste ou est-ce encore une nouvelle utopie prête à imploser? Réponse tout de suite avec Hugo MSLM dans Off the Record. En France, on donne plus de statut à celui qui commente qu'à celui qui fait. Salut Hugo. Salut Carlos, comment ça va? Ça va, et toi? Au max. Bon écoute, tu sais que j'ai été obligé de t'inviter, c'est pas moi qui ai décidé. Puisque on t'a imposé. On m'a imposé Hugo MSLM dans Off the Record. Non, je suis ravi de t'avoir. Ça fait en plus un petit bouton qu'on ne s'est pas parlé. Mais c'est Clara Gold qu'on a reçu dans Off the Record qui est venue, on a fait un super épisode. Tu m'as dit que tu l'avais même pas regardé, toi. J'ai regardé une partie, ouais. Mais j'ai pas regardé en Au bout d'un moment, elle t'a fait chier, t'en as eu marre et t'as arrêté, quoi. C'est ça. Mais non, on me l'a tellement envoyé, en fait. Ouais. Parce qu'à la fin, elle parle de moi. Ouais. Et t'as pas voulu écouter cette partie-là? Non, si, je l'ai écouté aussi, mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui, en l'écoutant pendant le podcast, se sont dit genre, ah putain, il faut absolument que tu rencontres Hugo, et à la fin se sont dit, ah bah apparemment ils se connaissent déjà. Donc ça, c'était drôle. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes ensemble, hein. Ouais. Donc voilà. Et elle m'a dit, non, il faut absolument que t'invites mon mec, comme elle dit, j'utilise son vocabulaire, mon cum dans Off the Record. Donc on est ravis de t'avoir. Hugo, ça fait un petit bout de temps maintenant, même si t'es jeune, que t'es dans le game. T'as commencé... Je suis pas jeune. T'as quel âge? J'ai 37 ans. Ah, ouais. Vrai, t'as pas jeune. Si je mets un t-shirt, je mets une chaîne en or, tu fais le jeune. Et j'ai encore des cheveux, c'est tout. Hein. Mais ça va pas durer. Hein. Non, ça va pas durer. On se remet dans 10 ans et c'est plus la même. T'as commencé chez The Family. Comment t'es arrivé chez The Family, d'ailleurs? En fait, moi, j'ai commencé très brièvement. J'étais gamer quand j'avais 15 ans. J'ai été fasciné par Internet avant beaucoup de gens, enfin avant tout le monde en vérité. Quand être geek, c'était pas cool. Moi, j'étais geek. Et au final, j'étais fasciné de musique et d'Internet. Donc, presque naturellement, en fait, je me suis mis à monter une boîte qui a allié les deux. C'est une plateforme de crowdfunding pour les artistes. J'ai eu la chance d'aller à l'incubateur de Sciences Po. J'ai pas fait Sciences Po. Mon associé à l'époque avait fait Sciences Po et en fait, on s'est retrouvés là-bas. Il y avait un mec génial qui s'appelle Maxime Marzin, qui est toujours à la tête de l'incubateur de Sciences Po, qui nous faisait rencontrer des gens top, très régulièrement. Puis un jour, il a ramené Oussama. On était 10 autour de la table, des Sciences Pistes principalement et moi. Et il venait nous raconter les histoires de la Silicon Valley. Et en fait, c'était à ce moment-là, il y avait déjà Internet, hein, évidemment, mais c'était à ce moment-là quand même un savoir qui était... et un mindset qui était très peu répandu en France. Et moi, je sais pas, ça a tilté. Ça a tilté. Je me suis dit, attends, mais en fait, il y a quelque chose, tu vois. Et en fait, il avait rien à faire à ce moment-là. Donc, je lui ai dit, on se voit toutes les semaines. Il m'a dit, OK, on se voit toutes les semaines. Et donc, c'est devenu l'advisor de ma boîte. Et ensuite, il est allé au camping. Et donc, j'allais au camping pour le voir toutes les semaines. Il y avait Alice. Ça, c'était avant The Family. Hein. C'était avant The Family. C'était quand Alice faisait le camping. Et moi, Nicolas Collin, je le connaissais même d'avant aussi. Dans le monde de la musique, etc. Et dans le monde de Sciences Po. En gros, j'ai déjà rencontré. Donc, effectivement, quand j'ai arrêté ma boîte et qui commençait The Family et que je devais faire partie de The Family en tant qu'une des premières boîtes, je suis rentré en tant qu'un des premiers employés, en fait. On m'a beaucoup reproché d'avoir invité Oussama. Mais toi, c'est Silicon Carnet, donc il y a un moment où en fait... Mais c'est ça, je me suis dit, en fait, si je dois inviter quelqu'un de The Family, Silicon Carnet, s'il doit inviter quelqu'un, c'est Oussama Ammar. Si Mathieu doit inviter quelqu'un, c'est certainement Nicolas Collin, mais moi, je dois inviter Oussama Ammar. C'est ce qui correspond le mieux, quoi, en fait, à l'esprit de Silicon Carnet. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que... Après, le sujet, c'est est-ce que Oussama doit avoir une plateforme? C'est exactement le même discours qu'on a avec Dieudonné. Hein, c'est-à-dire, non, mais c'est ce que j'ai en train de penser à ça, tu vois. Ouais. La vérité, c'est que
qu'on le veuille ou non, Oussama, il a déjà une plateforme. Ben oui, il n'a pas besoin de moi. Donc, si il fait 50 000 vues en plus avec toi, ça change pas grand-chose. Voilà. Et donc ça, pour moi, tu vois, c'est un sujet assez touchy. J'ai beaucoup de mal avec le fait de vouloir empêcher les gens de parler. Que ça soit avec Dieudonné ou avec d'autres choses. Dès qu'on enlève, tu vois, une forme de plateforme, ça me gêne. Même sur des idées sur lesquelles je suis pas d'accord, tu vois. Même sur moi, de regarder, d'abord. Hein. Déjà, parce qu'il y avait un grand philosophe qui disait si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Qui s'appelait Booba. J'ai tendance à vouloir. Je suis assez d'accord avec Booba. Voilà, exactement, tu vois. Et je suis souvent assez d'accord avec Booba, même si, tu vois, il y a des sujets un peu différents, mais voilà. Donc, ça c'est un point où je suis assez intransigeant, assez radical. Justement sur la créateur économie qui a permis à tout un tas de gens de maintenant prendre la parole, de s'exprimer en dehors des médias traditionnels. Ça, c'est un domaine dans lequel toi tu t'es jeté un peu corps et âme. C'est vachement intéressant la façon dont tu l'as fait, parce que tu l'as fait justement comme un créateur, c'est-à-dire que tu t'es intéressé très très tôt à cette nouvelle économie. Et tu t'es mis à écrire, tu t'es mis à parler avec beaucoup de monde, à rencontrer des créateurs, à réfléchir sur cette nouvelle économie, à comment est-ce qu'elle était en train de se constituer. T'en es où aujourd'hui? Ta vision de la créateur économie, c'est quoi aujourd'hui? Mais pour comprendre un peu, moi, l'obsession, parce que c'est vraiment des obsessions, tu vois, que j'ai eu, moi, pour la petite histoire, en fait, j'ai toujours absolument adoré Internet pour la liberté que ça amène, comme la plupart des gens qui ont découvert Internet à l'origine. Mais très rapidement, il y a eu une forme chez moi de rébellion face au statu quo à travers Internet. Je m'explique. J'aime avoir compris les choses avant les gens, et j'aime dire aux gens qu'ils n'ont pas compris. Et quand moi j'ai 15-16 ans et que je vois Internet et que je me rends compte que tout est possible et que ça va probablement bouleverser l'ordre établi, moi, tout de suite, je dis aux gens, aux vieux, à mes parents, etc., mais vous avez rien compris. Moi, j'ai pas besoin d'aller à l'école, j'ai pas besoin d'aller écrire. Moi, j'écrivais mal, tu vois. Physiquement, j'écrivais mal. Et le prof, il me dit, tu vas jamais avoir ton bac. Non, j'écrivais. Ça te faisait chier d'écrire? Mais je faisais des pâtés. Des pâtés, exactement. Tu vois, j'écrivais, on comprend rien. Je disais, de toute façon, vous avez rien compris. C'est la dernière fois qu'on a besoin d'écrire. Mon bac, j'en ai rien à faire. Moi, on rendra dans le futur, pour te dire le futur, on rendra notre devoir sur une disquette, pour ceux qui se rappellent des disquettes, tu vois. Moi, je pensais que ça allait être ça. Évidemment, c'était pas les disquettes, c'était autre chose. En fait, t'es pas si jeune que ça, effectivement. Exactement. T'as connu la disquette. Mais bien sûr. Ouais. Moi, bref, je vais pas te refaire mon histoire sur Counter-Strike, d'aller prendre les configs et les prendre sur la disquette, etc. Mais je vois très rapidement le pouvoir révolutionnaire d'Internet, et moi, d'assouvir mon besoin de dire, j'ai raison, vous avez rien compris. Voilà. Très simplement, l'adolescence dans toute sa splendeur, etc. Là, j'arrive en école de commerce. Je fais l'école de commerce la plus éclatée, tu vois, de France et de Navarre. C'est quoi on va pas le dire parce que j'aime pas donner, tu vois. Enfin bref, bon. J'aime parler j'aime praise les trucs, mais pas forcément les dénigrer. Ouais. Bon, je fais une école de commerce post-bac. Moi, je suis pas scolaire, tu vois. Je fais tout ce que je peux pour qu'on me laisse tranquille. Et là, je commence en fait à écrire un blog. Au moment où, et tu t'en souviendras évidemment, les blogs c'était des WordPress, WP Admin, etc., où c'était une galère, fallait prendre le hosting. C'était pas facile de faire un blog, tu vois. Il n'y avait pas encore eu toutes les plateformes. Il n'y avait pas Overblog, il n'y avait pas Il y avait à peine ces trucs-là, tu vois. C'est 2007, 2008, tu vois. On est presque au moment de la sortie de l'iPhone, là. Hein. C'est-à-dire que... On est juste avant la sortie de l'iPhone. C'est quand je commence à bloguer. Il s'avère que je vais passer 6 mois avec mon école de commerce à la con en échange à San Francisco, et qu'à ce moment-là, 2007, il y a l'iPhone qui sort, et là, ok, en fait, tout est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je commence à bloguer, je commence à écrire mes pensées dès que j'ai 18 ans sur Internet. Sur un journal? Ouais, mais plus comme un blog que je fais maintenant, la même chose, tu vois. Genre, j'ai des pensées sur l'industrie musicale, qui sont un peu radicales aussi, en disant, vous avez rien compris, Internet, ça va tous vous niquer. Bon, bref, tu comprends. Je les poste. Il s'avère que je trouve une audience... En anglais, hein? En français. En français au début? En français. Je trouve une petite audience. Et là, en fait, on commence à m'appeler. Il y a, tu vois, le patron d'Universal qui m'appelle. Il y a le fils de Jean-Jacques Goldman qui monte au Manager Company qui m'appelle et qui me disent « Mais j'avais pas mis de photo, il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait rien. Il y avait marqué Hugo Amsalem. » Donc, on savait pas que j'étais un gamin de 18 ans avec les cheveux ici et que j'écrivais à poil dans mon salon en train de jouer à la PlayStation.
je faisais des analyses de marché. Et donc, il dit, Monsieur Absalem, on voudrait du consulting, etc. Et moi, à ce moment-là, je me rends compte, tu vois, je me rends compte du pouvoir d'être un créateur. Ouais. Parce que sur Internet, on peut être n'importe qui. Et je me rends compte, en fait, de ce que ça peut m'apporter. Ouais. Mais pas parce que j'ai prévu ça, parce qu'en fait, je suis mon obsession. Et donc ça m'amène à monter cette boîte-là, qui était une plateforme de crowdfunding pour les artistes, sur le même fonctionnement, en disant, les artistes qui ont maintenant l'outil Internet peuvent bypasser les gatekeepers qui sont les labels pour pouvoir aller directement auprès de leurs fans, leur demander de l'argent et réaliser leur projet sans besoin de la permission de qui que ce soit. Et donc moi, dans cette espèce de rébellion, tu vois, d'Internet qui change le game et qui retourne tout, j'ai envie d'empower les artistes contre les labels. Et en fait, ce combat-là que je mène pendant 2-3 ans et qui est au cœur de mon propos, quand j'arrête et quand je rentre à The Family, on retrouve la même chose. Je sais pas si tu te souviens, mais avec The Family, Nicolas et Oussama, ils faisaient ce qu'on appelle les Barbare Attack, où en gros, ils prenaient une industrie, je sais pas, la santé, des grosses industries. Les transports, tout. Ou n'importe quoi. Ils invitaient tout le CAC 40 à venir gratuitement dans le petit appart, tu vois, on mettait une 50aine de décideurs, tu vois, vraiment. Et ils défonçaient l'industrie. Il leur disait, vous avez rien compris. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Internet, c'est en train de redistribuer les cartes sur A, B, C. Et d'ailleurs, et c'était un des grands principes de The Family, regarde ce qui se passe dans la Silicon Valley parce que tu vois rien. Maintenant, on voit plus. Mais à l'époque, on voyait rien. Et évidemment, ils exagéraient le trait et ils le grossissaient. Ça, moi, quand je rentre à The Family et que Oussama, il me dit, on va tout niquer. J'adore! Ouais. J'adore dire aux gens, vous avez rien compris. Tu sais, il y avait toujours à The Family cette espèce de... anti-système. Et puis cette espèce de prétention, cette espèce d'arrogance un peu. Complètement. C'est le mot que je cherchais. Tu vois, d'arrogance très, très adolescente. De dire... Nous, on va vous expliquer comment c'est. Exactement. On sait ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc, moi, je fais ça pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans... T'es resté 7 ans à The Family ? Ouais, je suis resté 7 ans. Je fais 2013-2019. Donc, t'as laissé tomber ton projet de boîte, du coup et ouais, bah, ça marchait pas. Ça marchait, je me rends compte. Parce que ce projet-là, dont tu parles de permettre aux artistes de s'affranchir des labels... ça ressemble un peu à My Major Company, non ? Ouais. C'était à peu près le même projet. C'était presque la même chose, à la différence qu'en fait, nous... Pourquoi t'as pas rejoint My Major Company si t'étais en contact avec... Parce que dans le crowdfunding, il y a tellement aucune barrière à la sortie pour l'artiste qui a fait sa plateforme chez toi, sa campagne chez toi, qu'en fait, il n'y a rien à acheter. Genre, le mec, il dit, bon, bah, maintenant, va là-bas, et il va là-bas, il n'y a pas la data, il n'y a rien, tu vois, il exporte ses emails, il n'y a plus grand-chose. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. En 2010, quand je monte ma boîte, ça n'existe pas, les créateurs. Il n'y a que des blogueurs, textes, très confidentiels, c'est-à-dire que... Et principalement des artistes. Et tout ce qui se passe dans la musique, généralement, se passe après dans le reste du monde. Sauf que quand, moi, en 2018-2019, je commence à voir que ce que j'avais pensé pour les artistes, en fait, s'avère, la prophétie que j'avais pour les artistes, s'avère être en train d'être réalisée avec les créateurs, les youtubeurs, les tiktokers, avec un format encore plus engageant que la musique, c'est-à-dire la vidéo, et on connaît tous les sujets. Là, je me dis, ça y est, en fait, c'est le moment. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train d'imaginer il y a 10 ans. Et là, je fais le parallèle. Moi, je fonctionne énormément en analogie. Et tout ce qu'on a théorisé à The Family, tout ce qui a été théorisé dans la Silicon Valley, etc., je le mets en perspective avec les créateurs de contenu. Et en 2 minutes, je me dis, sur Internet, il y a 2 manières de scaler. Soit tu scales avec du code, et ça s'appelle monter une startup. Et j'ai vu ça pendant une dizaine d'années. Soit, en fait, tu scales avec du content, ce que moi j'ai vécu avec mon blog à un petit niveau de scale, ce que les artistes en mettant leur musique sur Internet ont vécu, et ce que maintenant les vidéos créateurs sont en train d'exploser, et ben tu scales aussi avec du content. Et donc Internet a eu 2 enfants, la startup et les créateurs. J'ai passé 10 ans sur les startups, ben si j'allais passer quelques années sur le monde des créateurs. Et en tant que bon créateur, comme tu le dis, j'écris mes pensées et je les mets sur Internet. Ouais. Comment t'expliques cette transformation, elle a eu lieu plutôt du côté des créateurs vidéo sur YouTube et TikTok, et que les musiciens, justement, moi je suis très pote avec un label que tu connais certainement qui s'appelle Because. Quand je parle avec Nicolas, qui je sais regarde l'émission, il se reconnaîtra chez Because, il me dit... Because, ils ont compris très très vite que, par exemple, l'industrie du disque, c'était mort,
et qu'il fallait aller sur d'autres modèles que la vente de disques, etc. Mais eux, ils continuent de penser que les artistes ont absolument besoin des labels parce que c'est justement des artistes. Hein. Et c'est marrant que les créateurs qui, eux, n'avaient pas d'agent, qui n'avaient pas de label ou des trucs comme ça, eux se sont organisés eux-mêmes. Et les artistes continuent à travailler beaucoup avec des labels, non? Ça, c'est un très long sujet. La vraie différence, c'est que le phénomène créateur arrive au moment où il doit arriver et il est digital native, tu vois. Il naît avec Internet. Et donc, il n'y a pas de culture et d'habitudes préexistantes. Donc, c'est une page blanche. Et quand c'est une page blanche, les choses se construisent presque sans compromis. Et évidemment, maintenant, les créateurs rentrent en lien beaucoup avec Hollywood. La plupart des gros créateurs aux États-Unis, ils ont un manager, mais ils ont aussi signé à côté dans des grosses agences de stars, tu vois, WMD, etc. Et maintenant, il y a quand même une rencontre. Mais la musique, le problème, c'est que c'est pas un phénomène digital native, c'est un phénomène qui a dû compromettre avec une industrie existante. Et ça, en vérité, en termes de mindset, c'est très compliqué. Si jamais tu avais pris comme ça, imaginons tu vois, un exercice de pensée, si jamais tu avais pris toutes les artistes d'une génération, tu vois, sur 5 ans, tu prends toute cette cohorte-là, tu les prends, tu les téléportes tous à San Francisco et tu les mets au contact de builders, tu vois, avec un paradigme très do-it-yourself, San Francisco, etc. Là, tu aurais pu voir ce qui aurait pu se passer, tu vois, pour l'industrie musicale. Donc San Francisco était finalement trop loin encore de Los Angeles? Ouais, bien sûr. Après, les artistes, ils sont pas nécessairement à Los Angeles, ils sortent un peu de nulle part, tu vois, il y en a beaucoup à New York. Enfin bref, c'est très décentralisé. Dans la creator economy, il y a beaucoup de monde à Los Angeles, Miami. Ouais, bien sûr. Ouais. Dans la creator economy, oui. Ouais. Et d'ailleurs, moi, sur les créateurs, avec mon analogie en disant les créateurs sont des entrepreneurs, permissionless, ils ont besoin de... Enfin bref, tous ces sujets qu'on connaît. Moi, je me dis, en fait, on va pouvoir recréer un San Francisco du créateur. Et j'oublie un peu parce que je suis très dans le concept. Donc moi, si quelque chose fait sens conceptuellement, je me dis que naturellement, le monde va s'ouvrir un peu comme, tu vois, la mer Rouge devant Moïse. Ouais. Et je me dis, bah en fait, c'est cool, on va pouvoir investir dans des créateurs, on va pouvoir, tu vois, recréer des contrats qui recréent un peu le format de l'equity, parce que bon. Et au final, je me prends dans la tête la réalisation et l'évidence que les créateurs, comme tu dis, ils sont principalement à Los Angeles, entourés des gens de l'entertainment. Et il y a une grosse différence entre la creator economy et la startup economy. C'est que la creator economy, qui est dans le monde de l'entertainment, qu'on le veuille ou non, a un jeu à somme nulle. Je m'explique. Hollywood, c'est quoi? C'est un nombre de TV shows et de films limité par an, qui ne peut pas faire x100, et donc un nombre de sites at the table qui est aussi limité. Donc si c'est toi qui prends le site, il n'y a pas la place pour une autre personne. Ouais. Ça crée un état d'esprit zero-sum game. Et puis du côté du consommateur, on a tous 24 heures dans la journée, donc le temps de cerveau, il est partagé entre tous les créateurs. Donc là aussi, il y a une compétition, même si on pense qu'il y a beaucoup de créateurs, en fait, il n'y en a pas assez. Bien sûr. Il en manque encore. À part beaucoup. Pendant le Covid, où tu sais, il y a eu une espèce de distorsion parce qu'au lieu d'avoir 3 heures, on en avait beaucoup plus pour regarder du contenu, on avait que ça à faire. On n'allait pas au bar, enfin bref, tout ce qu'on connaît. Et donc là, il y a eu un moment de positive sum game pendant 2-3 ans. C'est le moment d'ailleurs où j'ai écrit sur ce phénomène-là. Mais dans le monde de la tech et de la startup, et on le sait, on l'a peut-être pas assez en France, mais on l'a quand même en général beaucoup plus que le reste. Il y a un phénomène de positive sum game où le business est un jeu qui augmente la part du gâteau et en fait on a toujours plus de sites at the table. Et donc ça, moi je me suis rendu compte assez rapidement que d'aller spread the gospel, tu vois, de la Startup Nation auprès des créateurs, intellectuellement make sense, pratiquement autour d'eux, il y a des gens qui te disent pop, oublie ton délire là. C'est vrai que même à mon petit niveau, moi, on est déjà en train de me sauter dessus, à me dire mais je vais m'occuper de ta monétisation et puis je vais te prendre entre 30 et 40% du revenu que je t'amène. En fait, ces sortes de vieux démons existent et tout de suite. Et comme quand tu es créateur, tu passes énormément de temps à créer du contenu et tu es tellement focus dans cette création de contenu et tu es tellement obsédé finalement par... créer du contenu, tu es sur ton tapis roulant et puis en plus tu as les plateformes qui te poussent à en créer de plus en plus,
que tu lâches vite la partie, tu te dis, bah ouais, la monétisation, j'ai pas le temps, je sais pas faire, et il y a plein de gens qui te sautent dessus, et puis tu te fais dévorer, quoi, en fait, là-dessus, quoi. Et en fait, là où tu vois, tu touches du doigt le sujet le plus important, c'est que ça n'existe pas dans le monde de la startup, le gars qui te prend 10%. Non. 20% Non. de tes cash flows. Ça n'existe pas. Non. Genre, Ouais. c'est un truc où il y a un mec qui te dit ouais, je vais t'aider à lever, je suis leveur de fonds, je te prends 5%. Ouais, mais ça, c'est qu'en France, hein, d'ailleurs. Hein. C'est exactement ça. Si tu te dis genre, ouais, c'est quoi ce truc-là? Ouais. Et c'est jamais très bon signe. Et pourquoi? Parce que dans la startup, on travaille pour l'equity. Et l'equity est très bien incentivé avec des vesting schedules, etc. Et donc, on a réussi à s'aligner parce qu'on sait qu'on va pouvoir gagner beaucoup plus en commençant à donner et en recevant plus tard. Le monde de la creator economy et de la musique, et donc ce position, tout de suite. ce zero sum game, c'est je te prends 10%. Et on appelle ça, ces gens-là, on les appelle les 10%. Et dès que tu ouvres la porte de la structure d'un créateur, mais surtout d'un artiste tu vois, en musique, tu commences à voir des trucs comme ça, des 10% par là, 10% par-ci, et tu te demandes, tu te dis mais pourquoi? Et toi qui viens du monde de la startup, ça te paraît très alien, tu vois. Ouais. Et ça, en fait, c'est tant que ça restera un jeu à somme nulle, on sera dans de son fonctionnement-là. Et quand ça deviendra un jeu à positive somme, ça changera. Et pour que ça devienne un jeu à somme positive, le monde de la creator economy, le monde des artistes et le monde du content en top of funnel doit donner naissance à la création de business qui, eux, seront un jeu différent. Je m'explique. MrBeast, zero sum game sur le content parce que les eyeballs, blabla. Derrière, il crée Feastable, qui est une marque de chocolat. Cette marque de chocolat, c'est une boîte qui est déjà valorisée à plus d'1 milliard. Là, il y a du business et des nouvelles places à la table pour tout le monde. Et donc, ça devient à nouveau un jeu d'entrepreneuriat qu'on connaît, nous. Donc, ce que tu veux dire là, c'est qu'au lieu de prendre 10% sur les revenus publicitaires de sponsoring de MrBeast, il vaut mieux prendre 1% sur la marque MrBeast parce qu'il y a un véritable capital et que ce mec-là est capable de lancer une marque de chocolat, une chaîne de burgers, une ligne de vêtements, n'importe quoi, et c'est peut-être le prochain Adidas ou le prochain Nike. Exactement. On est rentré dans un monde non linéaire où le payback de tes succès, c'est cette fameuse phrase, tu vois, peu importe le nombre de tes échecs, ce qui compte, c'est la magnitude de tes succès. Et dans la vie d'un créateur qui est assez limité, comme la vie d'un artiste, c'est-à-dire que c'est pas 50 ans, t'es là pour augmenter ton risque, pour pouvoir augmenter la magnitude de ton succès, tu vois, et c'est tout. Donc au final, c'est plus safe de la jouer risquée sur 10 ans que de la jouer safe. Et tu penses que la nouvelle génération, elle a compris ça et elle est inspirée justement par ces MrBeast et ces Inoxtag, par exemple, en France? C'est un bon point. C'est un très bon point. La vérité, c'est que est-ce que la nouvelle génération comprend l'état d'esprit que je viens de décrire? Ouais. J'aime à penser que cette génération qui a eu entre les mains un iPhone et des plateformes comme TikTok ou Instagram, qui ont vu autour d'eux, de façon presque systématique, des gens, des individus créer du contenu et à un moment exploser, ont dans leur operating system cette compréhension-là que peu importe le nombre d'échecs, c'est-à-dire peu importe le nombre de vidéos un peu ridicules, ah frérot, la honte, qu'est-ce qu'ils disent, c'est cringe, tu vois, genre... et à un moment, ce même individu est devenu un créateur successful, tout le monde l'a vécu. Nous, on a été rewardés pour un output linéaire. Les gens qui étaient des succès autour de nous, c'était... Tu vas faire McKinsey, Déjà, tu fais telle école, voilà. Tu fais telle prépa, tu fais telle école, tu rentres chez McKinsey ou dans tel cabinet de consulting, ensuite tu vas finir dans tel grand groupe, tu créeras peut-être une start-up ou pas, et tu seras successful, c'est ça? Ouais, tu créeras sûrement pas de start-up, parce que start-up, c'est quand t'as pas de travail, tu fais ton travail, t'as pas d'emploi, tu crées ton emploi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça, c'est l'opposé d'optimiser pour la magnitude d'un succès. C'est uniquement d'essayer de réduire le nombre d'échecs possibles dans ta vie. D'accord, ok. Donc, quand tu vois ça autour de toi, et moi, avec ce que tu as compris de ma rébellion un peu innée de « Ah, j'avais rien compris, j'ai tout compris », t'imagines-moi en école de commerce, genre en 2000, je suis rentré en 2005 en école de commerce, je suis sorti en 2010. Moi, avec Internet va tout révolutionner. En école de commerce, on apprend le contraire. Moi, je me souviens de conversations avec des potes d'école.
je reviens de San Francisco et je leur dis, les gars, mais vous êtes l'industrie de l'Internet, ça existe. Internet, c'est pas juste on joue aux jeux vidéo, on fait des milliards. Et c'est sérieux, c'est un vrai business. Ouais, et moi, je me souviens de conversations, mais genre vraiment, on me disait, mais Hugo, tu penses vraiment que Facebook, ça va faire de l'argent? et donc tu vois, mais encore une fois, là maintenant, la nouvelle génération, tout ce que nous, tu vois, on a dû pourquoi on a dû se battre en disant, putain les gars, vous avez rien compris. Eux, intuitivement, sans même d'avoir besoin de le conceptualiser comme moi je le fais, on s'en fout de conceptualiser, à part moi, ça me fait plaisir. Eux, ils ont compris ça. Ouais. Tu vois, ils ont vu que suivre le chemin linéaire, tout tracé, ça n'avait peut-être pas plus d'intérêt à la fin que d'essayer plein de fois et à un moment de péter. Je crois aussi que, bon, d'abord, ce que tu dis est absolument vrai. Quand on fait des sondages dans les écoles, quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent devenir plus tard, c'est vrai. Avant c'était astronaute, aujourd'hui, enfin, il y a longtemps c'était astronaute, aujourd'hui c'est créateur sur YouTube, c'est ça c'est ça ce que les jeunes veulent devenir. Alors on se fout de leur gueule, notamment les parents sont très inquiets par rapport à ça. Et moi je suis entièrement d'accord avec toi sur derrière cette déclaration, ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire j'ai envie d'être autonome. 100%. C'est ça ce que moi j'entends. C'est-à-dire je sais que j'ai la capacité de prendre ma carrière et mon futur en main, et qu'aujourd'hui la technologie est un outil que je peux utiliser pour prendre mes propres décisions et créer ma propre économie. Parce que la créateur économie, finalement, c'est ta propre économie. C'est ça ce que ça veut dire. Et je pense que la nouvelle génération a aussi vu comment est-ce que l'économie traditionnelle a traité leurs parents, et notamment avec la crise de 2008 et aux États-Unis, tous les effets que ça a eu sur la société, où tout d'un coup... les gens se sont retrouvés dans la merde et traités comme des chiens par leur entreprise et virés. Et on le voit régulièrement aussi avec les charrettes qui ont lieu dans les boîtes. Et que les jeunes sont moins cons et qui se disent « Oui, il y a cette voie-là, je ne l'exclus pas. Et puis elle fait plaisir à mes parents. Mais je sais aussi que j'ai la capacité de me prendre en main et de créer mon propre business. » Pas forcément d'ailleurs de devenir un YouTuber ou un truc comme ça. Mais il y a plein de gens qui montent des petits business. Ce qui revient aussi au début de la conversation qu'on avait avec ce que Oussama prêche, quoi, quelque part, c'est de dire, c'est peut-être pas une carrière, mais tu vas vendre un truc, apprendre à le vendre par toi-même, sans intermédiaire, faire un peu de thunes, et puis tu vas faire autre chose. Après ou pendant, il y a ça aussi, c'est-à-dire cette simultanéité en fait des projets, c'est quelque chose de très très nouveau. 100%. Et puis ce que tu décris là. En gros, et c'est un mot en anglais et que tu auras peut-être une traduction, mais c'est le concept de l'agency. Je sais pas comment on le... Oui, c'est très dur à traduire en français. Ça voudrait dire quoi? Oui, c'est une forme d'autonomie, quoi. Mais c'est l'autonomie avec le... Enfin, c'est pas juste l'autonomie, l'agency, c'est d'avoir une motivation intrinsèque. Ouais. Dans son action dans le monde, tu vois. Donc, encore une fois, d'être motivé par... Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et pour ceux qui comprendront l'agency, tu vois, désolé, for lack of a better word, genre, le franglish, bla, bon, les couilles. Le sujet, c'est que pendant les 50, 60, 70 dernières années, on a vécu une illusion où on a pensé qu'on pouvait s'extraire de ce concept de l'agency. Je m'explique. Les grandes entreprises, tu vois, d'après-guerre, nous ont fait croire que si on leur donnait notre liberté, ils allaient pouvoir nous donner de la sécurité. Et comme un animal en captivité, on s'est dit, elle est belle, et tous les jours, il y a de la viande qui arrive, on mange, tranquille, on va dormir, il n'y a plus besoin d'avoir peur du tigre. Non, puis surtout du tigre dans le... Bref, il n'y a plus de danger. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis d'un coup, là, pendant 50 ans, on a vécu un peu ça, tu vois, etc. Et puis là, la loi de la nature revient un peu, et maintenant, on se rend compte qu'on a donné notre liberté, mais maintenant, on nous enlève la sécurité. Et on nous dit, en fait, c'est un peu compliqué, tu vois. Avant, t'étais chez IBM, tu rentrais, tu finissais ta retraite, t'étais content, comme un lion en captivité, et tu mourais, tu vois, tranquille, en disant, genre, je vous aime, tout va bien. Hop, ça. Maintenant, on est en train de vous dire, bon, là, le zoo, là, le zoo, en fait, on va ouvrir les portes, et puis il y a les animaux sauvages qui vont potentiellement rentrer là.
Ah ouais, mais nous, on a arrêté de faire la guerre, on a arrêté de, tu vois. Ouais. Et donc, on rentre dans ce monde-là où l'agency, qui est une loi naturelle, tu vois, que je vais même dire, dont on a besoin, qui est nécessaire. De survie, quoi. L'agency revient. Et là, on rentre dans ce monde où, comme je le dis souvent, on n'a plus besoin de la permission, ni pour apprendre. Avant, on avait besoin de l'école, et on avait besoin de la permission de rentrer dans une école pour apprendre. Maintenant, on fait tout sur Internet. Ou l'argent de ses parents. Hein. Ou l'argent de ses parents, 100%. Maintenant, c'est gratuit sur Internet. On n'a plus besoin de la permission pour construire. Avant, pour construire une usine, pour construire n'importe quoi, il fallait des fonds, il fallait des banques. Capital. Voilà, il fallait des banques. On a besoin d'un iPhone. Et je me souviens avoir donné un cours à Sciences Po en expliquant ça et d'avoir des étudiants qui me disent « Mais vous rigolez, pas tout le monde ne peut se permettre d'acheter un iPhone. » Si, 100% des gens peuvent se permettre d'acheter un iPhone, peu importe. On travaille 3 mois et on achète un iPhone. Et on n'a plus besoin, évidemment, et ça c'est la grande révolution de la creator economy, on n'a plus besoin de la permission de qui que ce soit pour accéder au public. Avant, on avait besoin de convaincre le directeur d'un journal pour pouvoir, ou un journaliste pour pouvoir avoir accès au public, tu vois, ou pour avoir accès au public, d'être couvert. Maintenant, avec TikTok, avec Instagram, avec n'importe quoi, on peut avoir cet accès-là. Et en fait, ce monde-là vient redistribuer le pouvoir, et c'est là le sujet, à l'individu, et cet individu veut retrouver sa liberté, en fait. Parce qu'il peut, cette fois-ci, retrouver sa liberté. Et là, on rentre dans un sujet, et ça, c'est le sujet, moi, qui me fait pas dormir depuis 15 ans, déjà, qui est quand la technologie redonne la liberté à l'individu, redonne cette agency presque divine à l'individu, l'individu n'a plus besoin de qui que ce soit pour faire ce qu'il veut. Et donc, il se sent seul. Ah. Et on rentre dans cette contradiction, dans ce, tu vois, ce paradoxe qui est maintenant qu'on peut créer comme des dieux, tout seul. Maintenant qu'on a donné le feu aux hommes, exactement, comme Prométhée, on les a transformés en dieux, mais en revanche, ils ont toujours besoin de connecter comme des humains. Et là, cette espèce de double tension, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément réfléchi, mais pas parce que j'ai réfléchi, j'ai compris avant tout le monde, parce que je l'ai ressenti moi. J'ai ressenti que je disais à tout le monde, tu vois, vous avez rien compris avec Internet, moi je fais un blog, je fais du business, mais après en fait, avec qui on se bat. C'est quoi le, mon pote Louis dirait toujours. C'est surtout c'est quoi l'équivalent du banquet d'Astérix à la fin de chaque épisode. C'est quoi C'est quoi C'était un dropshipper, tu fais tout seul et tu dis ok super, j'ai acheté ma Lambo, allez tout vous faire foutre. Non, c'est quoi le banquet d'Astérix Et donc, le banquet d'Astérix, dans le monde où tout est possible pour l'individu, il faut le réinventer. Et je pense qu'il se réinvente aussi avec la technologie. Et c'est tout mon sujet, en fait, en général dans ma vie, et en particulier sur les startups dans lesquelles j'investis. On comprend pourquoi tu t'es mis avec Clara. Hein, parce que Clara, elle a parlé exactement de la même chose. Vous êtes super alignés, en fait, là-dessus. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. Bah oui, parce que moi, on me dit... Et un investisseur américain qui me dit tu connais Clara, apparemment elle monte une boîte consumer. Moi, je suis censé connaître toutes les boîtes consumer et tous les founders qui montent des trucs consumer. Et je me dis putain, non, je l'avais déjà sur LinkedIn parce que mon pote Balthazar, que je vais voir d'ailleurs tout à l'heure, avec qui j'étais à The Family, me l'avait déjà un peu présenté, tu vois, informellement. Elle me dit je savais pas qu'elle montait une boîte. Donc je lui envoie un message et elle me dit je monte un truc un peu sur la loneliness. Elle me sort le blurb et je lui dis écoute, là ça fait 6 mois. Sujet aparté, mais ça fait 6 mois que je travaille sur un article sur le sujet, en fait, là, exactement ce sujet-là, la loneliness et pourquoi la technologie, à mon avis, peut nous aider à reconnecter. C'est mon obsession. Donc, en fait, viens, on se parle, tu vois. Et donc, on était obsédés des deux sujets. Chacun de notre côté, en fait, on avait ce sentiment-là d'avoir besoin de connecter avec quelque chose de plus grand que nous dans un monde où on n'en a plus besoin transactionnellement, mais on en a besoin relationnellement, quoi. Donc cette technologie, elle nous rend à la fois hyper puissants, hyper forts, hyper libres, comme tu dis, mais en fait, elle nous isole comme des dieux. Je trouve ton analogie avec les dieux sur le mont Olympe. Il y en a certains qui pensent véritablement qu'ils sont des dieux. Et qui c'est difficile de pas imagine. Imagine. Et là, il y a eu un tweet là récemment de Lex Fridman que tu dois connaître puisque c'est le podcasteur avec Joe Rogan le plus connu du monde. Il tweet à 2h du mat. Devant un 7-Eleven, qui est l'équivalent d'un épicier du coin, en disant
je me sens seul. Je fais des millions de vues. Et là, je me retrouve tout seul devant le 7-Eleven pendant la nuit à me dire genre mais C'est qui mes potes? c'est qui mes potes surtout et genre what for, tu vois, genre pourquoi tout ça? Et ça, moi, ça me prend au trip parce que c'est quelque chose que je ressens. Alors moi, je suis pas Alex Freeman, j'ai pas des millions d'abonnés, mais j'ai une audience, j'ai un leverage, j'ai une indépendance. Mais au final, au fond de moi, je me sens seul. Au fond de moi, ce que j'ai vécu avec The Family, de combattre un ennemi commun, l'écosystème toxique, avec une bande de fous qui partagent mes valeurs et ma haine contre le statu quo, ça te manque. Ça me manque. Et surtout ça, j'ai envie que tout le monde le vive à chaque instant. Par exemple, il y a des gens me contactent ou me parlent, même m'arrêtent dans le métro. On dit « Ah, c'est toi, Silicon Carnet, je te regarde sur YouTube et tout ça. » Et les gens me parlent comme si j'étais leur pote. Sauf que moi, je les connais pas, quoi, ces gens-là. Et oui. Et donc, ça me fait... tu vois, et ce que tu disais sur le sentiment de solitude, même si c'est très sympa de leur part, mais en fait, ça me rend encore plus seul parce que je me dis « Waouh, en fait, je les connais pas, ces gens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Mais en fait, je suis tout seul. Et mais même de l'autre côté. Je suis dans ma bulle, devant ma caméra. Même de l'autre côté, c'est-à-dire que... Ouais. On connaît tout le sujet des relations, ce qu'on appelle parasociales. Encore une fois, tu deviens pote avec MrBeast parce que tu as vu 100 heures de son contenu, lui, il ne te connaît pas. C'est une relation parasociale. La vérité, c'est qu'on est rentré dans un monde complètement plat où tout le monde est en compétition constante avec tout le monde. Alors, évidemment, on l'a vécu avec la mondialisation et l'industrie. Oui, les usines chinoises rentrent en compétition avec les usines françaises, etc. Ça, on connaît. Mais en fait... ce qu'on n'a pas vraiment conceptualisé, c'est que quand tu étais un mec drôle dans le 17e arrondissement, un exemple à la con, et ben toi, tu avais un monde dans lequel tu pouvais être le plus drôle du 17e arrondissement et tu t'identifiais comme... Le café du commerce. Exactement, ouais. Tu vois. Et on était dans un protectionnisme, tu vois, presque local de la compétition, tu vois. Là, d'un coup... t'es plus en compétition avec l'autre gars du café du commerce pour la blague au bon moment, t'es en compétition avec le mec le plus drôle de ton langage. T'es autour d'une table avec des potes, etc. Bon, eh ben, t'as l'impression un petit peu que dès que t'es plus assez intéressant, ils prennent leur téléphone pour aller s'intéresser à autre part. Donc t'es en compétition constante. Et t'es plus en compétition avec ton cercle immédiat, c'est-à-dire que t'es en compétition de façon globale. L'attention, et on a tous besoin d'attention parce qu'on est des animaux sociaux. Exactement. Elle peut être capturée par n'importe qui, n'importe où dans le monde. Exactement. Et plus simplement par des proches autour de toi. Mais là, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ça fout les boules. Hein. Ça fout les boules parce que c'est la liberté absolue, tu vois. Et cette liberté-là, nous, en tant qu'entrepreneurs, on la célèbre, on l'encourage. Et encore une fois, c'est ce paradoxe-là. Mais puisque personne peut désormais nous donner une attention constante et presque... tu vois, inconditionnel, qui vient maintenant rentrer dans l'équation quand les humains ne peuvent plus le donner pour nous remplacer ? L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Et là, je vois les stats, tu vois, des apps de companionship, et moi j'adore, tu vois, c'est des sujets qui me fascinent. Si tu regardes les subreddits I am lonely, Forever alone, t'en as plein de subreddits qui ont des centaines de milliers de personnes dedans, tu vois, des gens qui sont seuls, et c'est des gens, tu vois, qui sont des meufs de 45 ans dans l'Arkansas, qui sont célibataires depuis 20 ans, et d'un coup tu leur donnes une personne qui les écoute, mais c'est de l'eau dans le Sahara, tu vois, et donc on rentre encore une fois dans cette même compétition, tu vois, et ce même paradoxe-là. On est en compétition avec tout le monde, il y a des gagnants globaux, Facebook est un gagnant économique, MrBeast est un gagnant de l'attention, et nous, on se retrouve à être partagés entre cette volonté de jouer à ce jeu-là qui a un output potentiellement extrême, devenir le prochain MrBeast, et tout est possible, tout le monde peut le faire. Peut-être dans ta niche, parce qu'en plus des niches, il en existe plein, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Mais en même temps, ce besoin de vouloir connecter avec, hors du monde de la compétition avec des potes, le banquet d'Astérix. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, cette solitude, moi qui vis aux États-Unis, je la vois. C'est vrai ? C'est colossal. Plus qu'ici ? C'est inimaginable. Moi, quand je reviens à Paris, et c'est pour ça que j'adore revenir en France, même si les gens pensent que j'aime pas la France, c'est faux.
je suis assez frappé. Tu sais, par exemple, il y a un truc qui me frappe énormément quand je viens à Paris. Les terrasses, les sièges sont tournés vers la rue. Oui. Bon, bah, quand tu viens des États-Unis, ça veut dire on est en train de t'expliquer que le spectacle, c'est pas la personne qui est en face de toi. C'est au contraire, regarde ce qui se passe devant, regarde les gens qui passent. Tu fais partie de quelque chose. Il y a un spectacle vivant là qui est dans la rue et qui t'appartient. Et d'ailleurs, on a mis toutes les chaises comme ça parce que on sait que c'est ce que les gens veulent. Ouais. Et aux États-Unis, on est tous, on s'arrête même pas boire un café à une terrasse. Bah déjà, la terrasse en face, il y a une highway. Il y a une highway devant, et puis on est tous avec nos gobelets en plastique, comme des Playmobil. Ouais. Et ils ont toutes la même taille parce qu'on a, comme des Playmobil, une main complètement uniformisée où il y a que ce gobelet-là qui rentre, et tout le monde marche, et personne ne se parle. Et c'est assez dingue, quoi, en fait, de voir que les gens sont hyper isolés sur leur téléphone, etc., etc. C'est vrai, hein, cette question de solitude, et encore plus peut-être chez les femmes, effectivement, qui ont du mal parce que il y a des questions de sécurité, il y a plein de choses comme ça où elles se disent que le monde extérieur, en plus, il peut être dangereux, que les hommes, potentiellement, sont dangereux. Et tout ce phénomène qu'on a vu avec Trump, avec justement ce mal hétéronormé, mal dans sa peau, qui justement regarde les podcasts, etc., ouais. C'est justement une façon de se retrouver ensemble entre mecs. Exactement, c'est là la tristesse du sujet. C'est la tristesse du sujet, parce que le problème, c'est que quand ils se retrouvent entre mecs et isolés, ils étaient isolés, donc ils sont aigris, et ils se retrouvent entre mecs, et que entre mecs, aigris, bah ça donne des extrêmes. Bah, et surtout que, tu vois, genre, quand le petit village d'Astérix, tu vois, son existence même est définie par l'ennemi, c'est-à-dire les Romains, ouais. Le malheur, c'est que quand tu prends exactement ces mecs-là, que tu les mets ensemble dans leur solitude, dans leur réjection absolument extrême, tu vois, dans la scène du dating, qui devient les Romains? Les femmes. Et donc tu te trouves en fait avec des nouvelles structures semi-religieuses dans lesquelles le créateur, sur la niche du sujet, devient une forme de prêtre ou de dieu, ça dépend, un peu l'un et l'autre, à avoir des comportements extrêmes, mais qui sont la résultante de ce monde atomisé où on a perdu la religion, la famille, le quartier, le politique, donc la nation, ouais. Qui est une forme, tu vois, de quartier à grande échelle, c'est une fonction locale, l'entreprise. Je t'avais dit, on a le remote n'a pas aidé non plus. Hein. Non, c'est, tu vois, mais même à l'entreprise avant, moi je suis pas pour que des gens restent 50 ans dans la même boîte. Je trouve que c'est une illusion de trader sécurité avec liberté. Je pense qu'il faut pas. Mais on avait donné une nouvelle institution qui était le corporate, où les gens se sentaient en sécurité du collectif et pensaient à quelque chose de plus grand qu'eux, le bien de l'entreprise, tu vois. Sauf qu'on s'est foutu de leur gueule. Mais bon. Complètement. Mais effectivement, il y avait... Là, maintenant, on se retrouve avec des gens qui n'appartiennent à plus rien, à part eux-mêmes, et qui retrouvent de façon artificielle des nouvelles formes d'organisation qui n'ont pas été testées par le temps, parce que, qu'on le veuille ou non, la religion, oui, ça a tué des gens, etc. Mais c'est quand même une structure qu'on a testée sur des milliers d'années et qui marche plutôt bien, tu vois, avec, encore une fois, ces problématiques. On va pas retomber sur les guerres de religion, etc. Mais ça marchait plutôt bien, tu vois. Là, on a enlevé une structure centrale de l'organisation, tu vois, humaine et de la relation entre l'individu et le collectif. C'était exactement ça, la religion. C'est comment tu balances l'individu et le collectif, et on laisse des nouvelles religions se créer sans le contrôle. Et je dis pas qu'il faut contrôler les choses, mais il faut donner à manger aux gens pour qu'ils se sentent moins seuls et qu'ils fassent moins de conneries. C'est vraiment ça le but de la société en général. Oui, sinon ils font des conneries, effectivement. Ah bah ouais, parce que là, on va pas revenir, c'est les Andrew Tate et les machins, les trucs, mais moi... Ouais. Et en vérité, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui suivent Andrew Tate, parce que c'est une solitude extrême. On a expliqué Andrew Tate, c'est un créateur en Angleterre. Ouais, il doit être aux États-Unis maintenant, j'en sais rien, mais oui, c'est un mec anglophone, quoi. Ouais. Qui prêche quoi, du masculinisme à l'extrême. Ouais. C'est ça, qui vient redonner espoir à une nouvelle génération de mecs qui, en moyenne, n'ont pas fait l'amour depuis 5 ans. On parle de ce genre de sujet-là. Il y a, aux États-Unis, en tout cas,
de 20 à 30 ans, il y a 10% des mecs qui n'ont pas fait l'amour depuis les 5 dernières années. 10%. Mais t'imagines Donc, ces mecs-là, complètement perdus. Ils sont dans leur sous-sol, ils vape ou ils fument des joints et ils jouent aux jeux vidéo toute la journée. Et ils se prennent des vents par tous les meufs. Chez leurs parents, et ils se prennent des vents par les meufs toute la journée. Mais encore une fois, pourquoi, et on le connaît maintenant dans les phénomènes d'app de dating, t'as 10% des mecs qui se battent pour 60% des meufs. C'est-à-dire que 10% des mecs prennent 60% des likes de toutes les meufs. Derrière, est-ce que tu sais combien de mecs ont absolument genre 0 like, tu vois. 0, ils ont rien. Le bottom 50% des mecs sur Tinder se bat pour combien de pourcentage des likes de la plateforme, à ton avis, des meufs? Je sais rien. 50% des mecs, ils ont combien du nombre de likes? Je dirais 20, 30%. 1%. 1% 50% des mecs, qui sont le bottom 50% des apps de dating, ont 1%, se battent pour 1% des likes des meufs qui daignent les... Mais pourquoi? Parce que quand le monde est plat, il y a des gagnants qui gagnent énormément. Non, c'est une power law, quoi. C'est une power law de partout. Donc quand tu enlèves les barrières, tu me donnes la power law. En fait, on est arrivé à scaler quelque chose, mais pour le pire, cette fois-ci, quoi. C'est-à-dire qu'on a transformé la relation individuelle, amoureuse, en quelque chose d'algorithmique, et ça a créé le pire. C'est-à-dire que, je sais pas si ça a créé le pire, la liberté, c'est bien. Parce qu'en fait, on a la même power law que les youtubeurs, c'est-à-dire qu'on a effectivement... Moi, je connais pas ces apps de dating, mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a 10% des mecs sur ces plateformes qui trustent 60% des femmes. Du désir du désir des femmes. Voilà. Mais alors attends, j'irai pas jusqu'à un constat. En fait, c'est un constat qu'il faut faire sans devenir catastrophé. Ça veut dire qu'avant, les femmes, peut-être qu'elles n'avaient pas le choix, donc quelque part, Exactement. Ça nivelait un petit peu et chacun arrivait à trouver son truc. Ça me fait marrer parce que j'avais lu un essai qui expliquait exactement la même chose au moment de l'avènement du vélo, de la bicyclette. Bien sûr, exactement. Elles devenaient plus libres, elles pouvaient aller pécho des mecs du village d'à côté. Alors qu'avant, elles étaient là en mode laisse tomber, t'es obligé de... Il y a 5 gars, ils sont comme ça, il y en a une dans là, t'es là en mode ah non. Tu vois, pour un peu que tu sois une meuf jolie dans un village de mecs moches, t'étais obligé de matcher avec un mec moche. Là maintenant, tu te dis I can always score higher, tu vois. Et en vérité, c'est les marketplaces de dating. C'est les bicyclettes. Mais là, par exemple, le marché le plus violent de dating, c'est New York. À New York, tout le monde te dit on n'en peut plus parce que tu peux dater personne parce que tout le monde pense qu'ils peuvent score higher. Tu vois, qu'ils peuvent aller. Et la vérité, c'est que moi, c'est un sujet, tu vois, presque philosophique sur lequel c'est presque une des seules pensées singulières que j'ai, tu vois, qui vient de moi, où je me dis, je l'ai ressenti, dans un monde où le choix est presque infini et le payback d'un succès est aussi potentiellement infini, tu te retrouves à faire face à un existentialisme presque infini. Où je peux tout faire. Est-ce que j'ai une essence? Ou est-ce que tu vois tous les sujets de l'existentialisme? La seule façon de répondre à cet existentialisme, pour moi, c'est l'amour. L'amour te fait prendre un choix et être heureux de ce choix-là. Je m'explique. Si t'es un mec et que tu fais partie de ces 10%-là, imaginons, tu peux être avec toutes les meufs de la Terre, potentiellement. Il y a un nombre infini de... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuellement passer d'une à l'autre, ou à un moment, tu vas tomber amoureux d'une pour arrêter d'avoir à choisir constamment. Et arrêter d'être existentialiste et devenir presque essentialiste en disant genre mon essence est fait pour cette personne-là. Ça, c'est la même chose sur les sujets de vie personnelle. Tu peux faire tout ce que tu veux. Toi, Carlos, tu peux remonter une boîte, tu peux travailler pour un fonds, je te le souhaite pas. Tu peux, tu vois, aller et tu décides de tomber amoureux d'un sujet, devenir créateur, qui te donne la paix dans ta tête. Ton ikigai. Exactement. Tu vois ? Et c'est pour moi, dans le monde où le choix est infini, l'amour devient la réponse nécessaire. Tu vois ? Et potentiellement nous rendre un peu plus heureux ou un peu moins existentiels, tu vois ? Est-ce que c'est pas justement perdre un peu des Gen Z, hein, justement là-dessus ? C'est de confier
une forme de détermination qu'on Non. fait à l'intelligence artificielle? Tant que ça te permet d'agir plus vite. C'est une augmentation que- de l'agency. Ouais, d'accord, parce que si tu fais une erreur, tu t'en rendras Exactement. compte et tu... Ouais, d'accord, ok. Le pire, c'est le C'est de ne rien faire. ouais. Le pire en amour, le pire, c'est de pas souffrir. Parce que quand tu souffres, c'est une information, et quand Ouais. tu réussis, tu en bénéficies. Et c'est là où, tu vois, nous, dans le monde de l'entrepreneuriat, souvent beaucoup de mal avec les banquiers, les journalistes, les politiques. C'est-à-dire que nous, et je me mets un peu, et après on en parlera peut-être, mais je suis un entrepreneur capitalistique. Genre, je monte un fonds d'investissement, c'est le fonds, c'est moi qui le monte, c'est moi qui vais lever, c'est moi qui me prends les noms, c'est moi qui galère, etc. C'est pas aussi dur qu'une start-up, mais je me considère entrepreneur. Mais nous, dans le monde de l'entrepreneuriat, on est frustrés parce que nous, quand on a raison, on bénéficie, quand on a tort, on souffre. Il y a des gens autour de nous et au-dessus de nous, des politiques, les journalistes, les banquiers, eux, quand ils réussissent, ils bénéficient, mais quand ils ont tort, ils souffrent pas. Tu vois, le politique, il souffre vraiment jamais. Ouais. Au final, il est toujours en train de jump from one thing to another. On me dit, ah non, mais en fait, il y a Bayrou, ça fait 150 000 ans qu'il échoue. Ouais. Et là, il est Premier ministre. Et tu te dis, ah non, mais genre, quand est-ce qu'il sort de la poule, tu Ouais. vois? Ouais. Quand est-ce que... Ouais. Tu vois, quand tu conduis comme un taré, avec ta Ferrari, tu conduis comme un T'as malade. plus de points sur ton permis, ça arrive. Ou tu prends un platane, tu meurs, tu sors du jeu. Ouais. Les politiques, t'as l'impression qu'ils sortent jamais du jeu. Il n'y a pas de game over. Voilà. Les journalistes, t'as l'impression qu'ils sortent jamais du jeu. Ouais. L'entrepreneur, il sort du jeu. Il meurt, sa boîte, elle meurt. Après, il peut rejouer une fois, mais il a perdu, tu vois. Et donc ça, c'est le truc où, tant qu'on rentre dans un monde qui a plus d'agency, où les gens ont plus d'entrepreneuriat dans leur activité quotidienne, encore une fois, on n'est pas tous là pour monter des startups, mais que tu souffres quand tu gagnes, que tu souffres quand tu as tort et que tu bénéficies quand tu gagnes, c'est le monde dans lequel je veux rentrer. Et je t'ouvre un sujet. Moi, le problème que j'ai avec la France, qui est un pays génial pour tout ce qu'on sait et qu'on adore, et voilà, et tout le génie, la rébellion, tu vois, le talent technique, et il y a énormément de choses incroyables, mais il y a un sujet qui me casse les couilles. C'est que en France, on donne plus de statut à celui qui commente qu'à celui qui fait. Et ça, c'est pour moi le truc le plus extrême qu'il faut changer pour qu'on donne plus de place à un monde entrepreneurial évidemment équilibré dans ce pays-là. C'est tout. Alors justement, parlons de ce sujet-là. C'est marrant ce que tu dis là-dessus, parce que ça me fait penser à une petite vidéo d'Alexandre Astier qui avait fait Kaamelott et qui disait exactement ça. Qui disait, Ah ouais ? Ouais, il disait ça, c'est-à-dire il disait, écoutez, moi, mon boulot, c'est de créer. Je suis un créateur. Je crée, je fais du mieux que je peux. Si ça vous convient pas, c'est pas mon problème. Vous n'êtes pas obligé de regarder, parce qu'il disait, il y a beaucoup de gens qui font des commentaires, effectivement, et c'est vrai que la société française, elle est beaucoup plus dans le commentaire que dans l'action. Exactement. Et que les États-Unis, pour y vivre, sont un pays qui est drivé par l'action. Il n'y a que à regarder le slogan de Nike, hein, Just Do It. Hein. Je pense que ça pourrait être la baseline des États-Unis, hein. Ouais. Surtout en ce moment avec Trump. Hein. Exactement. C'est Just Do It and forget about the rest. C'est vraiment... Et c'est vrai que nous, on est beaucoup plus dans le commentaire. C'est marrant parce que moi, j'oscille entre les deux. Je passe du temps aux États-Unis, je viens beaucoup en France, et je parle à la fois avec des Français là-bas et des Français ici. Et je sens ce fossé qui est en train de se créer, effectivement, entre ces deux mondes, où commencent à naître en France des gens un petit peu comme toi qui commencent à dire non, mais l'action est plus importante que la réflexion, parce qu'on va aller trouver de l'information dans l'action, dans la réalisation, etc., etc. Ils sont immédiatement taxés d'être des affreux libertariens, bien évidemment, qui... mais on sent de plus en plus des gens qui en ont marre, quoi, en fait, de tout moraliser, quoi, quelque part. Et beaucoup s'en vont aux États-Unis. Hein. Et encore une fois, tu vois, je me garderais bien de faire des prédictions, mais en tout cas, je peux pas m'empêcher de faire des observations. Et effectivement, depuis 1 an, j'ai jamais autant entendu des potes à moi, des gens autour de moi, extrêmement ambitieux, souvent entrepreneurs,
qui considèrent les États-Unis, non pas cette fois-ci comme le rêve américain, mais cette fois-ci comme la nécessité américaine. Moi, très simplement, ce qui me donne de l'énergie et là où je tends à exceller, tu vois, je suis très modeste, je suis au début de ma carrière d'investisseur et je pense que je suis encore très loin de mon potentiel, tu vois, final. En gros, j'ai plein de choses à apprendre. Moi, si je parle à des entrepreneurs fous, le plus tôt possible, je suis heureux. C'est ça. Si je passe mes journées à aider les gens fous à construire plus et à faire plus, je suis heureux. Ça, il n'y a pas beaucoup de jobs dans lesquels tu peux faire ça. Soit tu deviens coach, c'est pas mon délire. Soit tu deviens consultant, soit tu essayes de devenir un 10%, tu vois, un truc comme ça. Soit, en fait, tu montes un fonds et tu mets des petits tickets à la Kima, tu vois, des petits tickets non lead, où tu deviens, tu vois, le premier believer d'une team ou d'une personne C'est folle. ça qu'ils font, c'est ça, c'est le fait d'aller dénicher la pépite, de dire au monde et à cette personne et au monde entier que t'as cru en elle, t'as été une des premières personnes à croire en elle. Exactement, c'est ça. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas de rentrer dans un deal super chaud où tout le monde a dit ouais, c'est génial, t'as réussi à avoir une alloc. Moi, bah les couilles. Moi, ce que je kiffe, c'est de te dire, ce gars-là ou cette meuf-là, ils ont quelque chose de spécial. Ils ont compris avant tout le monde ce qui peut se passer dans le futur et ils sont prêts à prendre un pari complètement fou. J'ai envie de faire partie de cette aventure. Alors ça s'appelle Infusion. Ça s'appelle Intuition. Intuition, pardon, je le refais. Alors ça s'appelle Intuition. La thèse, c'est quoi? C'est d'aller financer des créateurs ou des techs au service des créateurs? C'est que des startups qui sont sur deux sujets. Mm-hmm. Un, sur le stack de création, ce dont on parlait tout à l'heure. La technologie donne à l'individu un pouvoir incroyable qui lui permet de créer, de produire, de performer au niveau individuel, tu vois, beaucoup mieux. Ou de monétiser. Que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, le consumer, ce qu'on avait l'habitude d'appeler consumer, tu vois, B2C, en fait, cet individu, maintenant, il peut scaler, il peut devenir prosumer, freelancer, il peut devenir à l'intérieur d'une entreprise. Donc, tu as tout un renouveau, tu vois, d'outils, et beaucoup d'AI, on va pas se mentir. Moi, plus de la moitié du fond, ça va être de l'AI. Et évidemment, la deuxième partie de la thèse, c'est d'aider ces individus à connecter à quelque chose qui soit plus grand qu'eux. Et là, c'est un peu le jeu multiplayer et le jeu single player, tu vois, de l'Internet. C'est les deux thèses du fond. Et de l'aider, tu vois, à connecter, c'est le futur du consumer social, le futur des réseaux sociaux, le futur du gaming, et en fait, le futur de tous ces sujets qui avant étaient des jeux single player, l'éducation, la finance, la santé, tu vois, tous ces sujets-là qui maintenant, à mon humble avis, vont se transformer en jeux multiplayer. Un, parce qu'on peut. L'AI vient devenir un mécanisme de triage gigantesque et personnalisé et at scale pour que tout devienne un jeu multiplayer. Et de deux, parce que les gens, tu vois, c'est pas juste des révolutions technologiques, c'est des révolutions culturelles aussi. Les gens, comme je te disais, ressentent profondément ce besoin de solitude, enfin, ce besoin de connexion et ce sentiment de solitude. Le banquet d'Astérix. Exactement. Ouais. Donc c'est ces deux sujets-là qui sont ces sujets qui m'obsèdent, qui sont en contradiction. Aider les gens à créer, à performer au niveau individuel, etc. Et à les aider à connecter avec le reste du monde. Exactement. En gros, soit t'es bankable et voilà. Exactement. Et ça va très très vite. Soit t'es Anthony Bourbon et tu casses le game complet et tu passes à la télévision et tu demandes aux gens de mettre la main à la pâte. De mettre la main à la pâte avec 500 balles ou 1000 balles, ce qui s'applique pas trop à ton... Non, mais c'est la créateur économie, tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Mais la vérité, c'est que quand tu montes un fonds, tu découvres le jeu. Déjà, tu découvres le jeu que si tu montes un fonds en France, pour la France et pour l'Europe, mais surtout pour la France, tu as le droit à ce qu'on appelle du réemploi. C'est-à-dire que des gens qui ont fait beaucoup d'argent ne payent pas de taxes pour pouvoir réinvestir dans certains projets qui sont éligibles. Mais pour être éligible, il faut investir qu'en France. Donc tu te rends compte déjà, quand tu veux monter un fonds, comme tu vois, genre, c'est l'intention d'Intuition, genre, tu veux investir aux États-Unis, beaucoup, tu veux investir en Europe et en Angleterre, beaucoup, donc c'est hors dehors de la France et de l'Union européenne. En fait, déjà, il y a plein de gens qui te disent, ah bah non, en fait, j'ai de l'argent gratuit presque à investir, mais je peux pas rentrer dans ton projet. Pourtant, ces gens-là, c'est des gens qui, sur les réseaux sociaux, expliquent qu'ils sont en train de sauver l'écosystème, qu'ils sont des business angels, machin, alors qu'en fait, ils font juste de l'optimisation fiscale. Ouais, bien sûr. Mais c'est très bien, hein, à la limite, hein, parce que... c'est très bien, ça réinjecte de l'argent dans le truc.
bon, c'est de l'argent moi, franchement, je suis pas très fort en politique. J'ai pas de grandes théories, etc. Mais j'ai toujours le sentiment que l'argent public, ça fait plus de mal que de bien au final. Même si l'intention à court terme est bonne, à long terme, ça crée des distorsions. Tu vois, je vois tout ce qui se passe avec la BPI. Oui, c'est génial, la France, là, tu lèves un, il y a un de la BPI gratos, etc. Bah, il y a surtout des gens, qui ont beaucoup plus dépensé que prévu et qui ont commencé à penser que l'argent de la BPI, qui est un cadeau de l'État payé par le contribuable de gens qui galèrent financièrement au final et qui payent plus d'impôts, bah, en fait, ça, c'est un cadeau pur. Et donc ça, tu vois, c'est pas automatique. Et là, ça l'est devenu. Et deux, moi, j'ai vu ça. Après, c'est des trucs un peu plus... moi, j'ai vu des gars monter des fausses boîtes et presque systématiquement se remplir les poches de millions de la BPI. Mais on parle de la taxe carbone version, tu vois ça. Et c'est un peu toujours le problème, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense qu'il y a de l'argent et de l'investissement, même pas de l'argent en fait, il y a juste des changements à faire qui n'est pas cette tête-là, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu vois, le réemploi, quand tu montes un fonds où tu n'investis pas principalement en France et tu veux faire un fonds en Europe aux US, c'est une galère sans nom. T'as aucun intérêt à faire ce que je fais, tu vois. Aucun. T'as intérêt à te dire, soit je prends une thèse française et je fais que la France, soit un peu l'Europe et je prends de l'argent du FEI. Exactement, tu vois, du fonds d'investissement européen. Tu fais un fonds impact. Tu fais un fonds impact. Tu vas sauver la planète. Tu te gaves. Tu fais un fonds, même, tu vois, deep tech. Il y a tellement de focus sur la deep tech ou sur la defense tech, genre en mode, tu vois, genre là, l'Europe, la défense, on a besoin de... Mais encore une fois, je juge pas. Le climate est génial, le deep tech c'est génial. Mais quand tu fais un fonds consumer, que tu as une thèse presque philosophique sur la façon dont les gens dans le futur vont se comporter, les changements de comportement, tu vois, que tu es un Français, tu vois, qui a pas travaillé chez Sequoia pendant 7 ans, qui a travaillé à 2 familles, tu vois, genre, c'est bien, tu as vu des entrepreneurs toute la journée, mais en fait, t'es pas vraiment un investisseur. Et ben, effectivement, tu coches très, très peu de cases, ce qui n'est pas une excuse. Je ne cherche pas d'excuses. Je mérite de galérer. Donc tu galères. Donc je galère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part ça ? De pas m'endormir. C'est le seul truc qui me fait peur dans la vie. Tu m'as l'air bien réveillé. Ouais, mais tu sais, j'ai vu des gens beaucoup plus réveillés que moi qui se sont endormis et qui ont décidé d'arrêter de se battre contre l'entropie ou contre tu vois, et ça, c'est ma plus grande peur pour moi et pour le monde en général. Tu vois, on parlait un peu très, très brièvement des bots, des NPC, tu vois, des gens qui fonctionnent presque de façon systématique aux États-Unis. Quand tu vas à un Starbucks, tu parles pas à une personne, tu parles à un bot qui te répète un truc qu'on lui a dit, genre « How are you, sir, doing today ?» Bon, moi, je ne veux pas que le monde se transforme en un monde de NPC. Voilà. Et moi, je ne veux pas me transformer en NPC. Non-playing characters. Voilà. C'est les bots dans le GTA. « Hey, how are you doing today ?» Alors maintenant, les NPC, ils vont être plus intelligents que les T'as déjà joueurs, essayé chez Starbucks, d'ailleurs, moi, j'avais fait ça au début quand j'arrivais aux États-Unis, quand ils te disent « How are you doing ?» et que tu réponds « Je vais super mal ». Putain, c'est vraiment une journée de merde, etc. Et là, tu vois, ce NPC dont tu parles, il peut plus. Ah, mais il est en reboot, il est là. Let me call the manager. C'est exactement ça. Je suis pas outillé, je ne sais pas répondre, machin, et je disais non. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry to hear that. C'est exactement ça, tu vois. Et si moi, j'ai un truc sur lequel j'aimerais continuer à être dérangeant ou à être... C'est juste ça, genre, réveillez-vous. C'est la fameuse phrase qu'on répète tout le temps, et une fois que tu l'as pas vraiment compris, ça te paraît comme un poncif, mais vraiment, on n'a qu'une vie. Et le risque qu'à 80 balais, tu te dis, genre, putain, j'aurais pu donner plus au monde. En fait, c'est ça le sujet, c'est même pas pour toi. C'est-à-dire que la responsabilité que tu as dans ce monde, qui peut être ta famille, ton village, ton pays, le monde entier, j'en sais rien, tu vois, c'est en cercle concentrique. Mais cette responsabilité-là, elle va te rattraper quand tu seras plus vieux, à te dire t'aurais pu donner davantage. Et c'est pour ça que j'essaye de pas m'endormir et de réveiller les gens parfois de façon un peu trop violente, péremptoire, je sais tout, etc. Mais au fond de moi, c'est ça, tu vois, qui m'anime. T'as envie qu'il se passe quelque chose. Ouais. Bon, bah écoute, Hugo, merci d'être passé dans Off the Record. Merci à toi. C'était génial, super conversation. J'étais ravi de discuter avec toi. Comme quoi, Clara avait raison. Bah écoute, elle a souvent raison. Bon, ben merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce Off the Record.
Merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, laissez-nous vos commentaires. On va vous répondre. Tu viendras faire un petit tour dans les commentaires ? Avec grand plaisir. Bon, mais soyez sympas. Hein. Souvent, je le fais en plus. Soyez sympas. Allez, ciao. À un prochain épisode de Off the Record. Bye bye.